Bonjour à tous et bonjour à la présidente. Et nous sommes là pour la session sur la bioclimatique. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer la session. Mais avant qu'on ne commence, je vais demander à ceux qui nous ont rejoints de se présenter dans le chat, pays d'origine, pays de résidence et ce que vous faites et nom et prénom. Vous allez vous présenter dans le chat. C'est aussi une manière de se connecter également à travers ces sessions. Donc, je vais demander à la présidente et qui nous fait l'honneur aujourd'hui de nous parler sur la bioclimatique et de se présenter en 2, 3 minutes avant que, qu'elle ne nous présente, ainsi que de nous briefer sur ce dont elle aura à nous parler aujourd'hui. Et on va lancer sur ce la séance. Merci beaucoup. Merci déjà à Michel pour la présentation. Donc, présidente, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très bien, 5 sur 5. Ok. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez vous présenter dans le chat, comme ça je pourrai voir qui est présent, qui est connecté. Bonjour Michel. Moi c'est Tessiga Soro, coprésidente du think tank RSE avec Armand et Julie. À côté de ça, moi je suis responsable conformité certificat d'économie d'énergie. Je ne vais pas trop t'expliquer ça sert à quoi parce que c'est vraiment beaucoup de choses, mais ça sert vraiment à économiser vraiment de l'énergie. Et c'est un peu un système, un mécanisme d'aide, d'incitation financière aux particuliers pour économiser de l'énergie, tout simplement. À côté de ça, bon, j'ai une activité d'accompagnement aux entreprises de tout ce qui est rentabilité énergétique, donc stratégie énergétique pour tout ce qui est réduction de leur facture d'électricité. En quelques mots, si je peux me présenter. Voilà. Bonjour Dolicia. Tunde, si c'est bon, on peut commencer. Oui, je pense que c'est bon, hein. Ceux qui restent, merci à Dolicia et puis merci à Michel pour la présentation. Ceux qui restent, je vous prie de vous prêter à l'exercice comme les autres. Et sans plus tarder, nous allons, présidente, on vous laisse la parole pour la séance. Merci Ok. beaucoup. Déjà, j'ai juste une question. Est-ce que il y a des professionnels de tout ce qui est l'immobilier, BTP, construction ici, ou la bioclimatique, ça vous parle? Vous pouvez répondre dans le chat ou ouvrir le micro si vous voulez. Ok, Monsieur Traoré, si je reprends la question de la présidente. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont dans le BTP, dans le secteur et Ou qui climatique, ont déjà entendu parler de la bioclimatique, ou c'est la toute climatique? première fois? Vous pouvez laisser, vous pouvez réagir dans le chat comme vous pouvez ouvrir votre micro et nous en parler. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a Ah, Fatoumata qui a levé la Fatoumata, main. oui. Oui. Fatoumata, on vous laisse la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro pour... Madame Ok. Fatoumata, ok. Bon, Oui. moi, je voulais me présenter dans le chat, mais je n'arrive pas à faire cela. Allô? On vous reçoit pas bien. Allô? Oui, Moi, je voulais me présenter dans le chat, mais je n'arrive pas à écrire dans le chat. Ok, vous pouvez vous présenter aussi directement, hein. Ça, là, c'est pas un D'accord. problème. Moi, j'habite à Bamako, je suis malienne. Moi, je suis plus entrepreneur, je volis dans la transformation agroalimentaire. Je transforme le soja.
Voilà, mais je suis également jeune défenseur pour le climat. Je suis aussi chargée des relations extérieures d'une jeune association qui s'appelle Association des ressortissants pour l'environnement et le développement de la région de Gao. Ça, c'est vers le nord du Mali. Voilà, c'est un peu ce que je fais. Ok, Merci merci beaucoup. beaucoup pour la présentation. Merci à vous. Donc, Présidente, je vois qu'il n'y a pas les gens qui sont dans le secteur que vous demandez. Oui, Donc, je pense qu'on va on avancer. peut commencer. Ouais. Oui. Tunde, tu peux passer la slide, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de la bioclimatique. Donc d'abord, on va essayer de démystifier qu'est-ce que c'est la bioclimatique. Après, pourquoi aujourd'hui on parle de bioclimatique. Donc les urgences autour du sujet. Les quatre piliers principaux de l'architecture bioclimatique. Les étapes pour mettre en place un projet bioclimatique et comment la bioclimatique aujourd'hui au service de la RSE et du développement durable. Et on va parler d'un cas pratique et on va conclure. Donc, en 1h30, normalement, tout doit bien se passer. Tunde, tu peux passer. Déjà, la première question, si vous deviez, bon là, je pense que c'est la première fois que vous entendez parler, donc vous ne pourrez pas spécialement répondre, mais juste prêtez-vous au jeu. Je vais juste voir un peu si ça vous parle, comment ça vous parle. Tunde, tu peux remettre la question, s'il te plaît. Donc, si vous deviez résumer l'essence même d'un projet de bâtiment bioclimatique, réussi, quelle affirmation se rapproche le plus de votre vision? A, c'est un retour vers le passé, donc un retour au bon sens ancestral et aux techniques traditionnelles locales, comme l'usage de la terre crue ou de l'ombre avant l'apparition de l'énergie abondante. B, c'est une performance technologique, donc un chef d'œuvre d'ingénierie moderne capable de calculer au millimètre près l'orientation du soleil, de la trajectoire des vents et l'étanchéité d'une enveloppe. La C, c'est une stratégie d'efficacement énergétique, l'art de concevoir une architecture tellement intelligente qu'elle rend les équipements actifs, chauffage, climatisation, obsolètes ou optionnels. Et la D, c'est un outil de résilience financière et RSE, un levier de gouvernance ESG destiné à protéger l'entreprise contre l'augmentation des coûts de l'énergie et l'inconfort des collaborateurs face aux crises climatiques. Là, si vous devez vous prêter au jeu, vous direz quoi? Même si vous n'avez jamais entendu parler de ça, vous pouvez répondre directement dans le chat. Je vois la D encore, la A. Ok, bon, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Il y a la A, la C et la D. La B, elle n'est pas dedans. On va plus approfondir le sujet. Tunde, tu peux passer la slide, s'il te plaît. Donc, en définition et origine de la bioclimatique, on entend bio et on entend climat. Donc, c'est juste construit avec le climat. C'est juste tenir compte de notre climat où on se trouve localement et construit en fonction de notre climat. Donc, la bioclimatique consiste à concevoir un bâtiment en tenant compte des caractéristiques naturelles de son environnement. Donc, soleil, vent, relief, végétation, humidité, et afin d'assurer le confort de tous les occupants, donc du client final ou de vous-même qui devez y habiter, tout en limitant au maximum les besoins en énergie. Donc, la bioclimatique n'est pas une nouvelle invention. C'est pas parce qu'aujourd'hui on parle de RSE qu'aujourd'hui on parle de bioclimatique. Ça existait depuis bien longtemps, mais aujourd'hui peut-être on a trouvé un sens au mot. C'est le retour juste du bon sens architectural. Je pense que pour la plupart, bon, vous allez me dire si je me trompe, peut-être vous êtes déjà parti dans des villages, vous allez remarquer qu'avant, dans les cases, il fait bon vivre. Avant, on n'avait pas, nos parents d'avant spécialement, ils ne sont pas partis dans des écoles, ils sont pas partis dans, ils n'ont pas fait d'études d'architecture, mais vous remarquerez que vraiment, le climat, il est différent. Même s'il y a une température de 40 degrés à l'extérieur, quand vous rentrez, il fait bon vivre. Donc, c'est juste qu'on a trouvé le mot bioclimatique, mais c'est ce que nos ancêtres faisaient avant. Donc, les populations ont bâti avant sans pétrole ni électricité en s'appuyant sur l'orientation naturelle du climat pour capter et éviter la chaleur, par exemple.
les vents dominants pour refroidir les espaces intérieurs et les matériaux locaux, surtout locaux. Bon, avant, il n'y avait pas toutes ces possibilités de prendre un avion et tout, donc on se basait véritablement sur tout ce qui est local pour stocker ou isoler, et la végétation comme protection naturelle contre le rayonnement direct. Tunde, tu peux passer. Tunde? C'est bon? Non, oui, tu peux passer la slide, s'il te plaît. Ok. Déjà, il faut savoir qu'il y a différents types. Tu allais trop vite, Tunde. Tu peux revenir, Oui. s'il te plaît. Voilà. Il y a différents types de bâtiments. Donc, il y a les bâtiments conventionnels, bioclimatiques, basse consommation et passifs. Donc, les bâtiments conventionnels, c'est ce qu'on voit pour la plupart quand on est en Afrique. Bon, moi, je parle toujours du cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est la Côte d'Ivoire que je connais plus. On ne tient pas compte spécialement du climat. On ne tient pas compte du climat tropical. Donc, on construit juste pour construire. Donc là, c'est juste un bâtiment conventionnel. Il faut juste habiter quelque part, c'est tout. Donc, ce genre de logement, vous remarquerez qu'il y a beaucoup une dépendance aux équipements. Donc, tout ce qui est climatiseur, surtout le climatiseur. Et même parfois, quand vous allumez le climatiseur, il fait frais, vous éteignez 2 minutes après, il fait chaud. Quand il y a des coupures d'électricité, vous avez chaud à tout moment. Donc là, ce sont des bâtiments conventionnels, c'est-à-dire on ne tient pas compte du climat, de comment on construit, on veut copier ailleurs. La bioclimatique, c'est la philosophie de la conception. Donc, vous dites, OK, je suis par exemple en Côte d'Ivoire ou au Mali. Au Mali, c'est quoi le climat? Est-ce que c'est plutôt la sécheresse? Est-ce que c'est plutôt tropical? Est-ce que c'est plutôt saison de pluie? Bon, peu importe. Et en fonction de ça, s'adapter à son climat et ne pas dire, ah, par exemple, j'ai vu en Belgique, on construit comme ça, donc je veux qu'on construise comme ça ma maison. La Belgique et par exemple le Congo sont pas pareils, c'est pas le même climat, donc on ne peut pas spécialement tout copier. Donc là, la bioclimatique, justement, c'est de tenir compte et adapter tout en fonction de notre climat local. Et les équipements se complètent avec la conception. La basse consommation, qu'on appelle BPC, l'objectif, avant même de commencer à construire, même avant que l'architecte même commence à faire son plan, c'est-à-dire il y a déjà des objectifs qui sont chiffrés. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez venir puis dire à l'architecte que je veux consommer, par exemple, l'énergie à temps. Donc, l'architecte va faire en sorte de respecter vos objectifs chiffrés pour vous établir des esquisses qui respectent ce que vous avez demandé en termes de construction, mais en termes d'objectifs finaux. Donc là, il y a vraiment tout ce qui est isolation renforcée ou des systèmes performants. Et le dernier type de bâtiment qui est beaucoup plus écolo, ça s'appelle bâtiment passif. Donc là, c'est une excellence technique. Donc les besoins de chauffage et froid sont quasiment nuls parce qu'il tient compte de vraiment la bioclimatique, de la basse consommation, des deux à la fois. Tunde, tu peux passer, s'il te plaît. La deuxième partie, on va parler des urgences climatiques. Pourquoi aujourd'hui on parle de bioclimatique? Bien vrai que ça existait avant, mais aujourd'hui c'est un peu un sujet, je dirais, phare, surtout dans l'immobilier. Nous tous, on passe plus de 90% de notre temps à l'intérieur des bâtiments, que ce soit pour ceux qui sont étudiants bon, dans des écoles, dans nos maisons respectives, au travail, surtout le travail. On passe plus de temps même au travail qu'à la maison. Et si même l'environnement du travail n'est pas propice ou sain, souvent on fatigue. Parce que tu arrives au travail, peut-être il fait trop chaud ou c'est pas bien ventilé. Souvent il y a des humeurs, tout le monde n'est pas content, tout le monde est fâché. Souvent c'est le climat ou bien l'environnement même de la pièce qui empiète sur les humeurs. Donc à l'échelle globale, les bâtiments absorbent 32% de la demande énergétique mondiale et génèrent 34% des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie, à la construction. Donc, un tiers de la pollution planétaire vient de nos systèmes de chauffage et de climatisation, d'éclairage, de ventilation. Bon, c'est ce qu'on utilise au quotidien, on n'a pas le choix. De toute façon, l'électricité est dans tout ce qu'on fait. Selon les projections climatiques, les températures moyennes continuent d'augmenter et elles vont continuer aussi d'augmenter. Les périodes de forte chaleur deviennent de plus longues. Par exemple, en France, bon, je n'ai pas précisé spécialement, mais moi, je suis en France.
Et là, on comprend plus entre les périodes de canicule, on commence à avoir des 40 degrés, tout est un peu déréglé. L'année 2024 a été la plus chaude, donc atteinte du seuil de plus 1,55 degrés de réchauffement. Et nos infrastructures sont conçues pour durer 50 à 100 ans. Bon, normalement, quand on construit, c'est pour léguer après à nos générations, voilà, c'est un peu un patrimoine, un héritage. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le dérèglement ou le changement climatique va plus vite que ce qu'on fait, même ce qu'on construit. C'est-à-dire, on ne tient pas compte du demain, on construit juste aujourd'hui, je dois juste habiter, et puis voilà. Tout tu peux passer. Donc, il faut savoir que les réalités européennes et les réalités africaines ne peuvent jamais être pareilles. Donc, déjà, tout part du mindset. On doit essayer de revoir nos manières de penser pour arrêter de tout copier. Ou si on copie, qu'on copie bien. Donc, les réalités européennes, par exemple, eux, c'est plus en termes d'isolation et de confort d'été parce que ici, on parle, bon, précisément la France, on parle de saison. En Côte d'Ivoire, on ne va pas parler de hiver, automne, printemps. Donc, eux, forcément, ils feront leur maison en fonction de leur saison. Eux, leur but, c'est de conserver la chaleur parce que pendant l'hiver, obligatoirement, la population doit être un minimum, se sentir confortable quand ils rentrent à la maison. Donc, historiquement, l'objectif européen est de conserver la chaleur en hiver et de traquer tout ce qui est déperdition technique. Les déperditions techniques sont les pertes de chaleur. Donc, généralement, on isole bien les maisons pour éviter qu'il y ait la fraîcheur qui rentre ou la chaleur qui sorte. C'est vraiment bien conservé. Et moi, dans ce dans quoi je travaille, justement, comme j'ai dit au tout début, c'est un mécanisme d'aide pour inciter la population à mieux isoler, par exemple, pour moins consommer de l'énergie. Donc, par exemple, vous pouvez être un particulier et on vous donne une prime, donc de l'argent, pour que vous isolez bien vos maisons, pour que vous consommez moins d'énergie, par exemple. Cependant, l'urgence actuellement, puisqu'aujourd'hui on parle de changement climatique, donc l'urgence s'est doublée encore plus. Donc aujourd'hui, on parle plus de survie en période de chaleur et puisque les saisons ne se respectent plus véritablement. Mais la survie, malgré ça, quand on regarde dans le plan énergétique, par exemple, de la France, c'est pas de se dire, OK, on va mettre des climatiseurs dans des maisons ou on va commencer à vendre des climatiseurs à telle période. C'est vraiment bien respecté. On sent que dans la politique, mais dans le plan énergétique, c'est vraiment pas d'inciter la population à consommer plus vers des produits, des équipements froids. Donc, en Europe, les bâtiments consomment 40% de l'énergie disponible et émettent 36% de gaz à effet de serre. Tourné, tu peux passer. Au niveau des engagements aussi, il faut savoir que l'Europe, bien sûr, tout ce qui est réglementaire, ils sont beaucoup plus poussés que nous. Donc, forcément, eux, ils sont plus en termes obligations, ils n'ont pas le choix. Donc, forcément, ils ont des engagements. Donc, l'urgence climatique nécessite de réduire aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre. Donc, la France, par exemple, s'est engagée à réduire, à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et réduire de 50% la consommation d'énergie finale par rapport à 2012. Et d'ici 2030 c'est bientôt dans 4 ans, on n'est pas très sûr de pouvoir atteindre ça, mais bon. Atteindre une part de 33% d'énergie renouvelable dans la consommation finale brute de l'énergie et de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau toujours de la réglementation, il existe la réglementation européenne. Avant, elle existait en 2012, mais elle a été réaménagée, elle a été améliorée en 2020 et elle est devenue obligatoire pour tous ceux qui ont des permis de construire, déposés depuis le 1er janvier 2022. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent respecter cette réglementation de construction-là, sinon, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas construire. Donc, elle impose l'indicateur Bibio, donc besoin bioclimatique. Donc là, même en France, par exemple, la construction bioclimatique fait partie de la réglementation. Donc, elle calcule l'énergie consommée, l'empreinte carbone globale du bâtiment sur l'ensemble du cycle
de vie. Donc, eux, ils construisent, c'est-à-dire, on réfléchit à aujourd'hui, à demain, à après-demain, la génération qui va suivre, les prévisions qui sont mises en place, comment ça va se passer, de la fabrication des matériaux jusqu'à la démolition. Donc, tout est vraiment pris en compte, toutes les parties prenantes, tout le circuit de vie du bien qui va se faire est pris en compte. Et il y a le décret tertiaire qui est une réglementation nationale qui impose une baisse drastique de la consommation des bâtiments. Donc, il y a un objectif pardon, de réduire à 40% d'ici 2030. S'il vous plaît, Présidente, je voudrais rappeler à tous nos participants que vous pouvez mettre vos questions dans le chat si vous avez déjà des préoccupations pour, pour pouvoir les poser après et à notre expert. Merci beaucoup. Et n'oubliez surtout pas aussi de prendre des notes parce qu'il y aura une évaluation à la fin de l'atelier. Merci. Je peux passer ton dé. Merci beaucoup. Les réalités africaines. Donc, il y a une dépendance à la climatisation, qu'on le veuille ou non. Je ne sais pas pour les autres pays. Bon, vous pouvez peut-être répondre dans le chat. On a eu Fatoumata du Mali, on a eu, bon, vous pouvez répondre dans le chat dans vos pays respectifs, comment ça se passe. En Côte d'Ivoire, par exemple, on ne peut pas vivre sans le climatiseur. À chaque moment, on est obligé d'allumer le climatiseur. Donc, le but, la réalité africaine ne peut jamais être pareille de la réalité européenne. Donc, nous, le but, c'est d'évacuer la chaleur parce que nos maisons conservent énormément la chaleur. Et souvent, c'est la nuit même qui fait plus chaud que la journée. Pourquoi? Parce que les murs ont gardé la chaleur de la journée. Et c'est le soir, à partir de 22 heures, que tout est réinjecté. Donc, souvent, vous rentrez à la maison, il fait meilleur même dehors. C'est pour ça, si vous remarquez, peut-être, il y a des parents, vos amis, vos collègues. Souvent, ils rentrent, mais ils vont mettre une chaise devant la cour parce qu'il fait trop chaud à l'intérieur de la maison. Parce qu'on construit mal, tout simplement. On ne tient pas compte de notre climat. On veut copier. Donc, l'objectif vital est d'éviter l'accumulation de la chaleur à l'intérieur de tous nos structures, que ce soit bâtiments, professionnels, nos maisons, tout. C'est d'éviter la chaleur, donc évacuer. Donc, face à une urbanisation ultra rapide, parce que ça aussi, il faut le préciser, et surtout dans la plupart des pays africains, tout est centralisé au niveau de la capitale. Donc, c'est compliqué parfois. Le réflexe actuel est de construire des bâtiments en béton et en verre occidental inadaptés et créant des îlots de chaleur urbaine invivables. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande d'électricité pour la climatisation va être multipliée par 10 d'ici 2040 sur le continent. Et si vous vous rappelez, j'avais fait une première, je ne sais pas si tous ceux qui sont présents ont assisté à ma première masterclass, mais ma première masterclass parlait de comment éviter, comment mieux consommer l'énergie. Donc, tout ce qui est sobriété énergétique. Là, par exemple, on dit que la climatisation va être multipliée, la demande de climatisation, d'électricité pour la climatisation va être multipliée par 10. Et en Afrique, on a les problèmes de délestage, donc de coupure d'électricité. Donc, notre réseau électrique même est saturé déjà. Donc, si on ne trouve pas de solution pour notre réseau électrique, donc par exemple tout ce qui est mix énergétique, mieux se comporter, consommer moins d'énergie, et qu'à partir de maintenant, on ne commence pas à construire mieux, forcément tous nos habitats, tout dépendront de la demande de l'énergie. Et on aura toujours des problèmes de délestage parce qu'on ne consomme pas bien et puis on ne construit pas bien. Donc, même si on peut mettre en place la sobriété énergétique dans un bâtiment, mais qu'au final, la conception même de la maison, bien du bâtiment a été mal fait, forcément, il y aura un problème, il y aura un trou forcément dans la raquette. Tout le tu peux passer. Toujours au niveau des réalités africaines, nous, c'est vraiment la résilience. Nous, c'est plus la résilience aussi. Face, comme je disais tout à l'heure, aux coupures d'électricité, donc les délestages, et à la hausse des coûts de l'électricité, la bioclimatique est une question de survie. Donc, le bâtiment doit rester supportable, même si l'énergie est coupée. Donc, même s'il y a des coupures d'électricité, on ne doit pas se plaindre pour dire qu'il fait trop chaud.
Si, par exemple, une maison n'a pas de climatiseur, parce que tout le monde n'a pas de moyen de s'offrir des équipements de rafraîchissement, tout ce qui est climatiseur et ventilateur. Donc, il faut penser à toutes ces personnes-là, tous ceux qui sont dans les pauvretés énergétiques. Selon la Banque mondiale, en 2018, les coupures d'électricité atteignaient 80 heures par mois en Afrique de l'Ouest. Donc, imaginons 80 heures par mois. On n'a pas d'électricité, donc on est dans la chaleur. Donc, si on ne réfléchit pas à comment mieux vivre ou mieux comment mieux s'adapter face aux coupures d'électricité, c'est un peu problématique aussi. Donc, dans de nombreuses villes africaines, l'urbanisation rapide accentue des îlots de chaleur, températures plus élevées en milieu urbain que dans les zones rurales. Les logements sont parfois construits sans prise en compte du climat local et la climatisation devient la seule solution du confort. Pourtant, tout le monde, comme j'ai dit, n'a pas assez de moyens pour en acheter. Donc, le meilleur bâtiment n'est pas celui qui possède la climatisation la plus puissante, mais c'est celui qui reste confortable même lorsque la climatisation s'arrête. C'est pour ça qu'au tout début, j'ai dit tout part de notre mindset. Moi j'ai beaucoup discuté avec des personnes où quand on parle de, par exemple, des matériaux à mettre dans des maisons, ils pensent que ça rétrograde. Ils pensent que on retourne un peu en arrière, un peu dans les villages. Eux, ils veulent aujourd'hui vivre la modernité. Donc, la modernité pour eux, c'est l'Occident. Donc, si c'est l'Occident, c'est qu'il faut copier tout ce qu'il y a dans l'Occident. Donc, peut-être mettre tout ce qui est vitrage, carreaux, tout ce qui est. En temps, on n'a pas les mêmes réalités. On ne peut jamais avoir les mêmes réalités. Tunde, tu peux passer, s'il te plaît. Au niveau de la réglementation, en Côte d'Ivoire, par exemple, le pays essaie de structurer de plus en plus au niveau juridique pour imposer l'efficacité énergétique. Donc, il y a le code de la construction, si vous voulez, si vous êtes curieux, vous pouvez aller regarder. Au niveau du chapitre 8 de l'article 284, où la réglementation impose à tous les bâtiments neufs d'intégrer des exigences de performance énergétique adaptées aux conditions climatiques locales. Donc, c'est le principe même de la bioclimatique. Au niveau du décret maîtrise de l'énergie, il y a l'obligation aussi des audits énergétiques de manière périodique, donc tous les 5 ans, pour les entreprises et les bâtiments du secteur tertiaire ou industriel, dont la consommation dépasse 1000 MWh par an. Mais il faut savoir que forcément, c'est pas respecté. Encore une fois, est-ce que déjà la population est informée de tout ça? Et est-ce que la population accepte? Encore une fois, on revient au principe de la mentalité. Tunde, tu peux passer. Jusqu'ici, tout va bien. Je vais pas trop vite, j'espère. Même chez nos participants. Ok. Là, on va aborder le sujet des 4 piliers essentiels quand on parle de bioclimatique. Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? On a parlé du climat, voilà, mais comment concrètement on prend en compte? Il y a 4 piliers essentiels. Donc déjà, l'orientation du bâtiment. Soit on décide de capter ou d'esquiver le soleil. Comme j'ai dit, en Europe, c'est de garder la chaleur. En Afrique, c'est d'éviter la chaleur à l'intérieur. Donc forcément, l'orientation ne peut pas être pareille. Donc au niveau de l'orientation du bâtiment, c'est l'art de placer le bâtiment sur son terrain par rapport au soleil. Donc son rôle est de décider quand on veut que le soleil rentre à l'intérieur pour chauffer ou éclairer ou quand on veut empêcher vraiment le soleil. Le soleil est une ressource énergétique, c'est renouvelable, mais on ne l'utilise pas bien. Par exemple, même tout ce qui est panneaux solaires, on n'utilise pas. Un temps, on est propice à le faire, mais on ne le fait pas. Donc, ça permet tout ce qui est réduction des besoins de chauffage jusqu'à allant de 10% à 30%. Donc, quand on dit il y a une réduction de besoins, ça veut dire que la facture d'électricité est réduite aussi parce que vous consommez moins. En Europe, il y aura plus de grands espaces vitrés. En Afrique, il y aura plus les façades les plus longues. Donc, quand on parle de façade, il y a 4 côtés, forcément, il y a deux plus longs et deux plus petits, qui seront orientés plein nord et plein sud.
mais on évite par exemple de placer les fenêtres au niveau est ou ouest, parce que comme on le dit, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc si on place le soleil en Afrique, toujours on dit que le soleil est au zénith. Si on place les fenêtres où le soleil se réveille et puis le soleil se couche, forcément, les rayons frappent plus. Donc, il y aura plus la chaleur qui va entrer. Alors que le but en Afrique, c'est d'éviter la chaleur à l'intérieur des maisons. Tunde, tu peux passer. La ventilation naturelle. Le vent aussi est gratuit, mais on l'utilise mal. Un exemple, souvent dans les maisons ou même dans les bâtiments, on a du mal en Afrique à mettre des fenêtres. On va faire de petits trous, bien de petits espaces. Et seulement peut-être une fenêtre, mais il n'y a pas de deux, trois, il n'y a pas plusieurs fenêtres, il n'y a pas de système d'aération. Quand on le voit, il est gratuit. Mais on préfère plus aller se dire, on va mettre plusieurs climatiseurs. Souvent, vous rentrez dans des espaces, il y a au moins 4 climatiseurs. Mais si au moment de la construction, peut-être l'architecte ou bien l'ingénieur qui suit les travaux essaie de dire, bah, faut mettre ici ou là, la personne va se plaindre pour dire, je n'ai pas l'argent. Encore une fois, les mentalités. Donc, c'est l'art d'utiliser les courants d'air extérieur et les lois de la physique pour faire circuler l'air sans aucun ventilateur électrique. Son rôle est d'évacuer l'air chaud et de renouveler l'air à l'intérieur de manière passive. Donc, circulation d'air, rafraîchissement, ventilation transversante. Donc, encore une fois, c'est moins de l'énergie et améliore surtout la santé. En période Covid, si vous avez remarqué, on demandait à chaque moment, ouvrez les fenêtres. Parce que quand on reste longtemps dans une pièce et que tout est fermé, forcément, il y a des microbes. Et être à une, deux, plusieurs personnes, on ne sait jamais, ce sont des maladies qui sont transmises. Alors que s'il y a des fenêtres qu'on arrive à ouvrir, à aérer, ce sont les maladies qui sortent plus ou moins. Donc, en Europe, il y a l'effet cheminée. Généralement, ici, quand il y a les constructions, bon, déjà, il y a l'auteur sous plafond qu'il faut respecter, mais en haut, ils essaient de mettre soit de la végétation en haut, mais il y a toujours un effet, bon, l'effet cheminée, un espace qui permet quand même de faire ressortir la chaleur par le haut. Donc, il y a toujours la dalle n'est jamais, euh, n'est jamais entièrement fermée. Nous, par exemple, on met souvent des tôles. Ça garde la chaleur. En Afrique, il faut plus des pièces traversantes. Donc, il faut avoir des pièces où, par exemple, il y a plus des fenêtres qui se donnent, qui se font face. Ou, par exemple, il y a, quand vous ouvrez, il y a un courant d'air. Il faut mettre des claustras. Ça sont des murs en briques. Souvent, c'est avec des petits espaces. Donc, il y a une manière technique de les placer. Et souvent, vous voyez, il y a des espaces à l'intérieur. Donc, il brise les rayons du soleil mais laisse passer quand même le vent en continu pour balayer la chaleur. Tunde, tu peux passer. Au niveau de l'isolation, ça c'est le troisième pilier, isolation et inertie thermique. Donc là, c'est le bouclier maintenant et le stockage. L'isolation, c'est le manteau. Bon, ça c'est plus en France, bon, en Europe qu'on voit tout ce qui est isolation. Mais en Afrique, on peut le faire. L'isolation, c'est tout ce qui est manteau de bâtiment qui empêche la température extérieure de traverser les murs. Donc, c'est-à-dire quand on construit, c'est-à-dire il y a le premier, on peut mettre un isolant juste au milieu pour que quand la chaleur et les rayons du soleil tapent le mur, il y a une première protection qui filtre avant de faire entrer entièrement dans la maison. L'inertie, ça c'est l'effet grotte apporté par des matériaux lourds qui absorbent la température pour la relâcher avec plusieurs heures de retard. Donc elle absorbe mais relâche tout doucement, pas d'un coup. On ne conserve pas la chaleur. Donc elle maintient toute cette partie, permet de maintenir une température stable à l'intérieur, peu importe les variations de météo extérieure, et une résilience totale en cas de coupure de courant ou de panne de machine. En Europe, on parle plus d'isolation. En Afrique, on parle plus d'inertie. Donc, il faut remplacer le parapet de ciment par des blocs de terre comprimés. Les blocs de terre, c'est ce que la plupart de nos ancêtres utilisaient. Aujourd'hui, quand on en parle, les gens pensent qu'on redevient villageois. Donc, eux, ils veulent plus de ciment. Attends, le ciment n'est pas trop adapté à notre climat.
Les murs en terre absorbent toute la chaleur étouffante de la journée sans la laisser entrer. Cette chaleur accumulée ne sortira à l'intérieur que la nuit, au moment où le climat extérieur s'est enfin rafraîchi. Donc, il y aura forcément toujours un système de renouvellement. Tourne, tu peux passer, s'il te plaît. Le quatrième pilier, ce pilier, on n'en parle généralement pas. Si vous faites des recherches sur la bioclimatique, ils vont principalement vous parler de plus les trois piliers que j'ai évoqués. Mais je trouve que ce dernier pilier, il est important parce que c'est au niveau du visuel, de tout ce qui est déco, tout ce qui est couleur. On s'en rend vraiment pas compte. Mais il y a des couleurs qu'on met, ne serait-ce que sur les façades, ne serait-ce que sur l'intérieur de la maison, ça apporte de la chaleur. On est déjà dans un pays chaud. On ne peut pas trop mettre des couleurs chaudes. Il faut savoir faire l'équilibre. Donc, c'est la façon dont on conçoit la géométrie et les couleurs extérieures et surtout intérieures pour faire voyager les lumières du jour le plus loin possible dans les pièces. Et son rôle est de maximiser la luminosité naturelle sans créer d'éblouissement ou de reflets gênants. C'est-à-dire, si on est dans une pièce, déjà, on se dit qu'on est dans un climat chaud. Et qu'on met à l'intérieur, même sur la façade, le mur extérieur, on met une couleur orange ou bien rouge, forcément que la chaleur sera encore plus conservée. La couleur a un impact sur l'énergie. La couleur a un impact sur l'effet de la chaleur. Vous pouvez être dans une pièces, dans deux maisons, pardon, qui sont identiques. Et une, par exemple, elle est toute blanche et l'autre, elle est un peu orangée. Dans l'autre, vous allez vous sentir un peu étouffé. Ça, c'est un peu le visuel, c'est l'humain qui est comme ça. Donc, forcément, il faut plus rechercher un confort qui évite à systématiquement dire au cerveau, j'ai chaud. Il faut essayer, ça c'est plus psychologique, de se mettre dans des pièces ou de se mettre dans des enveloppes. Bon, l'enveloppe, c'est le bâtiment que j'appelle enveloppe. De se mettre dans des espaces où notre cerveau même se sent bien et n'est pas stimulé à se dire, ah, je me sens encombré, je me sens étouffé, j'ai besoin d'eux. Donc, à ce niveau, il faut essayer aussi de trouver des solutions. Donc, en Europe, généralement, il y a des conduits de lumière. Comme j'ai dit souvent, quand ils laissent la façade du haut, le toit, souvent, ils font en sorte d'avoir un conduit qui permet de faire entrer l'électricité. Donc, c'est-à-dire souvent, même dans des bâtiments, quand on passe, il n'y a pas besoin d'allumer l'énergie du matin jusqu'au soir parce qu'il y a le soleil, il y a la lumière qui rentre directement et ils font en sorte que c'est bien redirigé dans plusieurs pièces. En Afrique, bon, pour le moment, je pense qu'on n'a pas encore ça véritablement. Donc, nous, c'est plus les couleurs des toits et des façades qu'il faut faire beaucoup attention. Donc, plus utiliser des couleurs froides, des couleurs plutôt claires. Donc, tout ce qui est blanc, couleur taupe, couleur chair, couleur... Vraiment des petites couleurs subtiles qui permettent de se sentir mieux. Bon, là, je vous ai fait l'analyse comparative des matériaux qui peuvent être adaptés ou non en fonction de d'où on se trouve. L'acier. Déjà, là, quand je parle d'empreinte carbone, c'est l'empreinte de fabrication, pas l'empreinte en termes d'utilisation quand vous finissez de construire. Comment ça? Non, je parle de vraiment la fabrication du matériel et comment c'est transporté. Donc là, l'acier, il y a l'empreinte carbone qui est très élevée. En usage, c'est vraiment le squelette uniquement. Ne mettez pas ailleurs. Donc tout ce qui est charpente. Et ça cible l'Europe et l'Afrique. Mais c'est conseillé de ne pas trop utiliser. Donc de limiter l'utilisation. Le béton. Notre cher béton qu'on aime beaucoup. Son empreinte carbone de base même est élevée. Donc la fabrication du ciment est élevée. Donc il représente 8% des émissions mondiales. On l'utilise principalement dans tout ce qui est structure porteuse uniquement. Donc, à limiter aux fondations et aux poteaux porteurs. C'est plus conseillé. Et Europe-Afrique, les deux, ça s'adapte. Le bois, il est très faible en termes d'émissions d'empreinte carbone. Parce que lui, il séquestre plus le CO2 qu'il ne rejette. Donc là, c'est bénéfique. Et c'est plus dans tout ce qui est structure et enveloppe, donc isolation, charpente, bardage. Plus en Europe. Les pailles, donc tout ce qui est résidus de l'agriculture, donc quasi nul aussi en empreinte carbone.
Là, c'est plus utilisé pour tout ce qui est bouclier thermique, donc isolation de l'enveloppe, plus aussi en Europe. BTC, donc ça, c'est la terre crue. La terre, on l'a quasiment tout le temps. Donc là, par exemple, il n'y a pas d'émission carbone parce qu'il n'y a pas de besoin en cuisson industrielle. Donc, c'est juste la terre qui est pressée dans un moule et séchée au soleil. Donc là, c'est plus utilisé pour tout ce qui est mur, inertie thermique. Et ça, l'odeur bloque justement tout ce qui est chaleur du jour et rafraîchit la nuit. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de claustra, par exemple, tout ce qui est terre crue, c'est beaucoup utilisé pour tout ce qui est claustra. Donc là, par exemple, c'est principalement pour l'Afrique. Le tifia, ça, c'est une plante sauvage qui pousse plus ou moins en masse dans l'eau. Et de plus en plus, ça, c'est nouveau. Ça, ce sont des nouveautés. Bon, puisque maintenant, il y a pas mal d'innovations. Donc là, ce sont des panneaux isolants que maintenant, les gens essaient de mettre en place à partir de cette plante-là et plus adaptés à l'Afrique. Tourné, tu peux passer, s'il te plaît. Ok, merci, Présidente. Avant que vous ne continuiez, j'ai une petite préoccupation sur ce tableau. Mhm. Au niveau du béton, du ciment, si je comprends bien, où vous avez mis usage optimal, c'est qu'on doit uniquement les utiliser au niveau de la fondation et au niveau de la réalisation des poteaux. Oui, c'est ce qui est plus conseillé pour notre Maintenant, client. pour le bois, vous avez dit uniquement pour l'Europe, mais on l'utilise ici également en Afrique pour les charpentes. Donc, c'est pas conseillé de pouvoir les utiliser en Afrique, c'est ça? C'est plus adapté au climat européen que africain. Ok. On peut l'utiliser, mais c'est plus adapté au climat ici. Parce que même le bois qu'on utilise, bon, je ne suis pas très poussée en termes de bois, mais il y a plusieurs types de bois, vous êtes d'accord? Et il y a Oui, des bois qui conservent même la chaleur. Donc, avant d'utiliser le bois, même, il faut savoir c'est quel bois je vais utiliser pour qu'en fin de journée, quand je rentre dans ma maison, là, je n'ai pas chaud. Donc, il y a tout ça qu'il faut savoir. Il y a tous ces détails de, OK, j'utilise le bois, mais quel bois que j'utilise? ok. Parce que ici, ils peuvent utiliser toutes sortes de bois parce que, comme on dit, ici, le but, c'est de conserver la chaleur. Donc, La chaleur, oui. voilà, quand tu rentres ici dans les maisons, il y a pratiquement du bois partout. Ok. Mais nous, c'est d'éviter. En temps, il y a D'éviter certains la bois chaleur. qui conservent la chaleur. Donc, on peut utiliser, mais on doit savoir quel bois on doit utiliser pour notre continent. Ok. Et le dernier point, c'est au niveau des terres crues. Les terres crues, pour les réaliser, on doit les faire sans ajout du ciment ou bien on doit les faire avec ajout du ciment. Parce que il y a d'autres techniques qui se font au Bénin. Mhm. Ça, pour pouvoir faire les terres crues, on ajoute un peu de ciment. C'est pas On est, beaucoup. Pour on pouvoir est obligé solidifier ça. d'ajouter. Oui, on est obligé. Ok. On est obligé d'ajouter pour solidifier. Sinon, quand vous remarquez dans les villages, là, quand c'est que la terre crue, à un moment, ça commence à s'émietter. Ça commence à se Oui, casser. oui. Quand on est obligé de mettre un peu de ciment pour, comme tu as dit, solidifier. Mais on ne doit pas mettre trop parce que le ciment conserve la chaleur. Ou on ne doit pas construire uniquement avec le ciment. C'est d'essayer de faire en sorte d'avoir plusieurs matériaux. Si on n'a pas, parce qu'il faut aussi avoir les moyens financiers de pouvoir se procurer tous ces matériaux. Donc, si on ne peut pas, le but, c'est d'essayer d'avoir un mix de produits pour tout, pour faire qu'on sorte à la fin, la finalité. Tout se passe bien. On est moins Ok. chaud. Il y a un autre aspect à la fin. Quand on finit de faire les terres crues là, on vient Mhm, faire le crépissage. Est-ce que mhm. ça là aussi, c'est pas une source de chaleur avec le ciment? Ça peut être une source de... Ah, tu as précisé avec le ciment. Oui. Le crépissage, Le, on fait le crépissage des murs pour ne pas montrer que et c'est avec telle brique ça a été fait. et parce Oui. que s'il y a beaucoup de dégâts, surtout ça. Voilà. Le problème aussi, justement, là, tu parles d'un point, c'est que, bon, je pense qu'on n'a pas le choix hein, de faire le crépissage, mais peut-être utiliser moins. Mais on n'a pas le choix pour camoufler, mais utiliser moins. Parce que la réalité, c'est que, bon, encore une fois, je parle du cas de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas généraliser. Les artisans ne sont pas trop formés.
Donc, souvent, déjà même la population, il n'y a pas assez de... Le pouvoir d'achat n'est pas élevé pour se dire que je vais passer par un architecte, par un bureau d'études, par ci et ça. Donc, généralement, quand on veut construire, on demande à un frère ou à une personne, ah, tu ne connais pas une personne qui fait ci. Donc, par exemple, l'architecte qui va faire son plan, ça, on est obligé de toute façon de passer par l'architecte, il va finir son plan. Après, on va passer par d'autres qu'on qualifie généralement de petites mains en griffe, qui vont peut-être envoyer leur main d'œuvre, tout ce qui est artisan, ils vont venir, ils vont faire. Le carreleur va venir, il va faire. Le plombier va venir. Mais on n'a pas vraiment de relief, de commun avec tout cela. Donc, finalement, après, l'artisan est obligé de repasser pour venir casser, ou bien pour venir montrer que, bon, ici, là, je dois réajuster. Donc, souvent, on rajoute ici, on rajoute pour améliorer ou bien pour rattraper les défauts qu'on aurait dû éviter depuis le début. Donc, il y a ça aussi, le problème de crépissage, c'est justement pour cacher toutes les erreurs qu'on pouvait éviter. Ok. Il y a M. Traoré qui dit, concernant la terre crue au Mali, nous mélangeons des Mm. pailles à la terre crue pour qu'elle soit dure et compacte. Ok, Merci beaucoup. merci beaucoup. Donc là, on va parler des étapes véritables pour pouvoir mettre en place tout ce qui est bioclimatique. Là, je pense que nous tous, on a compris la définition de c'est quoi la bioclimatique. Donc, si vous avez un projet de construction, si, que ce soit pour vous, pour votre famille, pour votre entreprise, essayez de prendre en compte ces éléments-là. C'est très important. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On parle de changement climatique, on parle de donc, on doit laisser un futur à nos enfants, à nos générations. On n'a vraiment pas le choix. Donc, vraiment, essayez un petit coin de la tête de vous dire, bon, il faut faire des efforts. Donc là, je vais vous expliquer un peu, je n'ai pas détaillé. Si vous avez plus de questions après la masterclass, vous pouvez me recontacter. Mais vraiment, j'ai essayé de synthétiser, de simplifier. Quelle étape vous pouvez mettre en place? Donc déjà, le premier qui est très crucial, c'est d'inciter l'architecte et le bureau d'études. Encore une fois, je suis consciente que tout le monde n'a pas spécialement le pouvoir d'achat pour consulter à la fois architecte, bureau d'études, ingénieur et tout. Mais si vous le pouvez, faites-le. Ne soyez pas dans la logique de j'économise. Mieux vaut avoir un bon investissement qui va rapporter demain beaucoup d'argent parce que quand vous investissez, vous pouvez revendre et votre maison peut prendre de la valeur, votre bien peut prendre de la valeur, même une entreprise. Si c'est un bâtiment pour des locaux, voilà, ça peut vraiment prendre de la valeur. Donc, essayez dans un coin de la tête de vous dire, mieux je me prépare bien pour faire des choses bien. Voilà. Donc, essayez d'inciter architecte, bureau d'études, ingénieurs à la fois à travailler ensemble dès la première phase. Donc, dès la première partie, n'attendez pas d'avoir tout construit et maintenant de dire, bah, le bureau d'études, je veux telle chose, je veux telle chose. Ça ne va pas marcher. C'est vraiment à partir de la première étape que c'est très important. Donc, c'est déjà, quand vous avez votre terrain, le terrain, il est nu, par exemple, c'est d'analyser le site et le climat. Je pense que d'où vous êtes, vous maîtrisez plus ou moins vos pays, vos secteurs. Mais peut-être on maîtrise là où on vit, ça peut être la capitale, mais on ne maîtrise pas peut-être où on a acheté ou bien on a acquis un terrain. Donc, c'est de se déplacer de temps en temps, de côtoyer ceux qui y vivent et de poser des questions. Des questions simples de comment vous vous sentez, est-ce qu'il pleut beaucoup ici, est-ce que c'est vraiment la communication. Là, c'est un peu du marketing pour vous-même votre bien, une étude de marché. Donc, les zones d'ombre naturelles, la direction du vent. Vous pouvez juste partir une journée en aller-retour pour juste observer, vous asseyez juste dehors, vous essayez de regarder vraiment tous les mouvements de tout ce qui se passe. La deuxième partie, c'est là qu'intervient plus ou moins l'architecte qui va faire maintenant l'esquisse et l'orientation. Généralement, l'architecte, soit il travaille avec un dessinateur, soit il fait tout. Généralement, maintenant, il y a beaucoup d'architectes qui travaillent avec des dessinateurs. Ils donnent juste le projet au dessinateur. Le dessinateur, il fait tout. Mais essayez de dire à votre architecte d'entrée de jeu ce que vous voulez. C'est en fonction de ce que vous voulez que l'architecte va essayer de mettre en place. Sinon, lui, il va faire en fonction du budget que vous lui proposez. Essayez de dire, par exemple, vous voulez consommer moins d'énergie, vous voulez qu'on prenne en compte. Et généralement, les architectes, quand vous avez des termes techniques, ils vous prennent plus ou moins au sérieux.
C'est-à-dire, si vous commencez à dire, vous parlez même de façade, de fenêtres, de pièces de vie, c'est-à-dire, sans même rentrer dans les détails, vous n'êtes pas obligé d'être expert, ingénieur ou quoi que ce soit, mais ça montre que vous êtes impliqué et votre projet vous tient à cœur. Donc, faites des recherches, parlez à votre entourage. Si vous ne voulez pas, aujourd'hui, il y a Internet et il y a tout sur Internet. Donc, vraiment, la première partie, là, c'est l'intelligence du premier dessin. Donc, avant même que l'architecte commence à dessiner le plan, vous-même ayez dans votre tête votre objectif final, de vous dire, bon, je veux qu'à la fin de la journée, quand je rentre chez moi, ou bien quand mes locataires vont prendre mon bien ou mes employés seront dans mon entreprise, qu'il y ait une qualité de vie irréprochable. Après, c'est la conception de l'enveloppe, donc la structure. Tout à l'heure, on a parlé de tout ce qui est de la terre, de voilà, là sont les matériaux maintenant, tout ce qu'on a vu précédemment. Comment choisir ces matériaux? Et là, c'est maintenant vous allez vous questionner, c'est quoi mon climat? Comment je peux bien choisir? Est-ce que ça c'est adapté à mon climat ou pas? Comment je peux faire? Est-ce que? Vous n'êtes pas obligé de vous rapprocher d'experts. Aujourd'hui, il y a vraiment tout sur Internet. Maintenant, si vous avez plus de questions, vous pouvez vous rapprocher d'autres personnes. Tout ce qui est captage et protection solaire, donc les protections fines, tout ce qui est déport de toit. Généralement, quand on construit, il ne faut pas juste se limiter. Il faut protéger un peu plus, il faut essayer d'aller un peu plus pour ne pas que le soleil frappe directement sur les fenêtres ou sur, voilà, sur le bâtiment. Donc, essayer de plus protéger, aller un peu plus au niveau du toit. Surtout, je n'ai pas mis un point, mais surtout un point très important. Souvent, il faut regarder la réglementation. C'est vrai que c'est lourd, c'est long, c'est compliqué, mais tout est écrit plus ou moins dans la réglementation. Essayez de voir et de demander, surtout aux artisans, si vous ne pouvez pas passer par ingénieur ou quoi que ce soit, essayez-vous de plus creuser, de connaître. Parce que même dans tout ce qui est code de la construction, la hauteur des escaliers, c'est marqué dedans. La hauteur sous plafond, c'est marqué dedans. Tout est marqué dedans. Donc, vous devez faire en sorte que ce soit respecté. Parce que si il y a la réglementation, il y a eu code de construction, on sait pourquoi il y a eu code de construction. Tout ce qui est végétation, très important. Aujourd'hui, il faut mettre en place tout ce qui est verdure. On n'a pas le choix. Le choix des couleurs, comme j'ai dit précédemment, évitons tout ce qui est couleur chaude. Évitons de mettre les carreaux aussi sur les façades. Souvent, on voit des maisons, il y a plein de carreaux partout, devant, derrière. C'est pas bon. C'est pas adapté à notre climat. Évitons, évitons. On met juste du blanc, ça se passe bien. On met juste du beige, du marron, un peu de gris, un peu de bleu léger, si vous voulez, mais des couleurs claires. C'est plus idéal. Que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Parce que là, on parle de vraiment la construction, mais après, bon, après, il y a d'autres. Si vous voulez plus, vous me recontactez après. Mais tout ce qui est design d'intérieur, ça compte énormément aussi. Au niveau du dimensionnement des équipements, vu que du premier point jusqu'au quatrième point, bon, j'ai inclus un peu la réglementation, donc j'ai 4,5. On a réduit là les besoins d'électricité parce que si on a pris en compte notre climat, on voit comment ça se passe, on essaie de s'adapter à notre climat, normalement, tout doit bien se passer au niveau de l'énergie après. Donc, on n'aura pas besoin d'équiper notre maison avec plus d'équipements de froid que ça. On n'aura pas besoin d'avoir 5 climatiseurs dans la maison, 4 ventilateurs. Quand le courant est coupé, on est fâché. On n'aura pas tout ça là. On va installer des appareils et là, on va réfléchir plus à des appareils économes. Donc, des appareils qui consomment moins d'énergie. Où tu vas te dire peut-être, bon là, il y a assez de vent qui circule. Peut-être j'ai besoin juste d'un climatiseur. Parce que chacun a son confort, chacun a ses aspirations personnelles. Tu peux dire ça, mais si par exemple, tu décides même de mettre 3 climatiseurs parce que c'est ton choix, chacun a ses choix. Si c'est vraiment la volonté de mettre 4, 5 climatiseurs, mais si véritablement le climatiseur est en panne, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'inquiétude. S'il y a des coupures d'électricité, il n'y aura pas d'inquiétude parce que la maison sera ou bien le bâtiment sera bien pensé en termes de ventilation déjà. Donc, si possible et si les moyens le permettent, c'est de rajouter des énergies renouvelables, tout ce qui est biomasse, panneaux solaires, pour éviter d'être trop dépendant. Aujourd'hui, on est trop dépendant à l'électricité, au réseau national. Si le réseau national se coupe pendant 3 mois, toutes les personnes qui n'ont pas d'autres alternatives seront fâchées avec l'État pendant 3 mois. En temps, on a la possibilité d'avoir de la biomasse. La biomasse, c'est les déchets qu'on produit
on transforme ça en électricité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans qui commencent à inclure ça et transformer, installer chez des particuliers de la biomasse. Donc, vos propres déchets, vous mettez, ça peut vous faire de l'électricité, excusez. Les panneaux solaires, vous pouvez mettre, ça dépend du budget. Encore une fois, hein, en fonction de votre budget, tout est faisable. Il faut juste avoir la volonté, creuser, poser des questions et vous verrez que, voilà. Partie 5, la bioclimatique aujourd'hui au service pardon, de la RSE et du développement durable. Les contributions aux critères ESC, ESG, donc E, environnement, social, gouvernance. La bioclimatique au niveau environnement permet tout ce qui est réduction du gaz à effet de serre. Déjà même au niveau du choix des matériaux. Si on choisit des matériaux qui consomment moins ou qui, déjà même la fabrication nécessite moins de gaz à effet de serre. Donc, dès la base même du choix du matériel, on a consommé moins. Et encore, si on vient l'utiliser pour nous permettre après de consommer moins d'énergie ou bien du client final ou de nos salariés de consommer moins d'énergie, on libère le réseau national, on consomme moins de gaz à effet de serre. Et même tout ça là après sont des indicateurs que vous pouvez valoriser. Toutes les entreprises qui veulent être certifiées, par exemple AFNOR, tout ISO énergie, bon, tout ce qu'on a vu précédemment dans la masterclass, c'est possible si vous mettez en place tous ces systèmes-là. Social, il y a une amélioration du confort thermique. Ça, on n'en parle pas assez, mais la santé mentale est très importante. La santé même, tout même, elle est très importante. Donc, être dans un espace où on se sent bien compte énormément pour notre santé. Ça évacue un peu de stress. Déjà même, on court un peu tous, tout un chacun. Donc, que nos maisons ou que nos lieux de travail soient un peu des havres de paix pour éviter tout ce qui est stress. Donc, souvent dans les entreprises, il y a tout ce qui est enquête de satisfaction pour les employés. Il y a tout ce qui est productivité. Un employé qui se plaint toujours de la chaleur ou d'aller où il va toujours sortir. Il va faire des va-et-vient. Il va toujours être en train de se souffler. Il n'est pas concentré. Il y a un problème. Donc, il y a un problème au niveau du confort thermique. Au niveau de la gouvernance, c'est la gestion des risques climatiques à long terme. Donc, par exemple, pour les salariés, les entreprises peuvent commencer à essayer, surtout les entreprises qui ont plusieurs filiales ou qui ont plusieurs sites, essayer de commencer à mettre ça en place dans leurs nouvelles. Bon, les bâtiments qui sont déjà construits, on ne peut pas les casser pour les reconstruire. Mais de se dire, par exemple, si on veut, aujourd'hui, on a telle filiale ou tel site dans tel quartier, on veut élargir pour avoir plus, par exemple, une stratégie de proximité avec la population, de se dire, le prochain site, je le construis mieux. Essayer de commencer à inclure ça dans la gouvernance de l'entreprise, par exemple. Et à côté, j'ai mis les différents indicateurs pour permettre de suivre ces critères. Au niveau de la contribution au ODD, Objectifs de développement durable, il y en a 4 principalement. Donc, le 7, dans tout ce qui est énergie propre et abordable. Donc, il y a la bioclimatique peut permettre de réduire jusqu'à 70% des besoins énergétiques à la source. Donc, c'est-à-dire même, si on dit 70% des besoins énergétiques et que, par exemple, votre facture d'électricité est de 100 000 francs, si on réduit 70% des besoins énergétiques, vous voyez un peu la rentabilité que vous faites. C'est-à-dire, vous allez vous-même économiser sur votre facture d'électricité. Tout ce qui est ville et communauté durable, donc c'est l'ODD 11, donc les bâtiments adaptés au tissu local, réduction des îlots de chaleur urbains et les matériaux et savoir-faire locaux. On donne du travail, on va donner du travail à nos frères et sœurs qui sont dans le pays. On va valoriser leur travail, on va éviter tout ce qui est coût d'importation, on va, et même là encore, éviter tout ce qui est gaz à effet de serre, parce que tout ce qui est importation, les transports, forcément, on pollue. Alors que si on consomme du local, déjà même c'est l'argent qui reste dans le pays, ça c'est un, et puis on donne de la valeur au métier du pays. La consommation, l'ODD 12, la consommation et production responsable, donc la priorité aux matériaux à faible énergie grise. Donc tout ce qui est BTC, bois, paille, circuit court de construction, moins de déchets de chantier. La 13, lutte contre les changements climatiques, donc atténuation, tout ce qui est bas carbone, opérationnel, de construction, adaptation, bâtiments résilients. On va
de chaleur futures. Là, on va prendre un cas pratique. J'en avais plusieurs, je ne savais pas lequel prendre spécialement, mais bon, je suis partie sur celui-là. Lui, c'est le bâtiment qui a eu le record mondial exceptionnel de tout ce qui est bâtiment écologique. Donc, The Edge à Amsterdam. C'est le bâtiment de Deloitte. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Bon, je ne pouvais pas prendre toute la liste de ce qu'ils ont mis en place, mais si je me centralise que sur la bioclimatique. Donc, eux, leur bâtiment, si vous regardez l'image à côté, c'est leur bâtiment réel. Après, vous pouvez faire des recherches après pour mieux voir. Mais ils ont pris en compte tout ce qui est orientation du bâtiment en fonction du soleil. Donc, la lumière naturelle provient du nord. Et puis, ils ont mis en place plusieurs panneaux solaires de la façade sud pour protéger les espaces de travail. Et chaque façade, c'est-à-dire ils ont fait un travail au peigne fin pour voir chaque façade. Ils ont évalué. Là, je vous ai dit, les deux façades longues, vous faites ci, vous faites ça, mais eux, ils ont vérifié chaque façade pour essayer de partir au mieux et adapter à chaque orientation. Donc, les murs porteurs au sud et à l'est et à l'ouest, ils ont mis des ouvertures plus petites pour assurer l'inertie thermique et l'ombrage et des panneaux ouvrant plein pour la ventilation. Donc, ils ont mis en avant tout ce qui est ventilation. Tout ce qui est façade sud, ils ont mis en place tout ce qui est angle de soleil et offre plus d'ombrage supplémentaire aux espaces de bureau pour réduire tout ce qui est apport de chaleur solaire. Façade nord, elles sont plus transparentes et utilisent un verre plus épais pour atténuer le bruit de l'autoroute. Eux-mêmes, ils vont au-delà même de l'énergie. Ils vont au niveau du bruit, tout ce qui est sonore. La façade de l'atrium, ça, c'est généralement à l'intérieur des entreprises. Souvent, il y a un palier au milieu où il y a plusieurs murs, mais il y a un milieu, il y a un centre qui est totalement transparent et offre une vue d'extérieur et une lumière constante toujours dans l'entreprise. Et ils ont mis en place tout ce qui est couloir écologique, donc un espace vert qui sépare le bâtiment et l'autoroute voisine. Et même, apparemment, il y a des animaux qui y circulent, des insectes qui circulent en toute sécurité. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont battu le record mondial exceptionnel avec 98% 36 sur 100%. Ils ont eu ce score. Au niveau de la productivité, donc les salariés ont beaucoup témoigné sur le confort. Ils se sentent dans un environnement vraiment sain, donc ils sont plus productifs et ils sont heureux même de venir au travail. Ils se sentent bien. Au niveau des OPEX, c'est tout ce qui est charge d'exploitation pour les entreprises. Donc, tout ce qui est coût énergétique, tout ce qui est coût de maintenance, ça a été réduit. Les absentéismes, puisque les salariés se sentent bien, on passe plus de temps au travail, ils sont contents de venir, il y a moins d'arrêts maladie, ils sont contents. Et donc, il y a une meilleure performance financière au sein même de l'entreprise. En conclusion, vous me permettez de conclure, j'espère. En conclusion, faut se dire que concevoir un bâtiment bioclimatique, ce n'est pas ajouter de la technologie. Ceux qui ont suivi ma première masterclass, moi déjà, je suis contre tout ce qui est technologie. Il faut déjà réfléchir, il faut poser le crayon et se dire, qu'est-ce qu'on a dans notre environnement? Qu'est-ce qui est gratuit? Comment on peut faire pour économiser, pour optimiser, pour mieux gérer? Déjà, il faut penser à ça avant de se dire, il fait trop chaud, je dois mettre la clim. Il fait trop froid, je dois mettre le chauffage. Il faut déjà poser le stylo et réfléchir. Et on a beaucoup de choses qui sont gratuites. Le vent, le soleil, c'est gratuit. Donc, utilisons. C'est utiliser justement l'intelligence humaine pour valoriser les ressources gratuites que la nature met déjà à notre disposition. Et le bâtiment le plus vert est celui qui reste confortable lorsque les machines s'éteignent. Donc, les points à vraiment retenir, c'est l'ancrage local. Donc, adapter tout ce qu'on fait à notre climat. Éviter tout ce qui est copier, coller. Même si on copie, on veut copier pour coller, la première question, c'est est-ce que c'est adapté? Est-ce que ça nous convient? Ou bien comment l'adapter à notre climat? On peut copier, mais vraiment se dire comment on l'adapte.
toute façon, aujourd'hui, nous tous on copie partout. Mais c'est vraiment se réapproprier pour mieux faire. La sobriété. Donc, réduire tout ce qui est besoin énergétique dès l'esquisse de, de notre construction. Donc, avant même d'acheter la moindre technologie ou énergie renouvelable, c'est vraiment réfléchir. Je veux ci, je veux moins consommer. Je veux que dans ma maison, il y ait plus de vent. Je veux que dans ma maison, il y ait plus de bois. Si par exemple, on veut le bois, quel bois est mieux qui ne conserve pas la chaleur? Je veux que quand je rentre à la maison, que je ne sois pas obligée d'allumer toujours la climatisation. Que voilà, c'est vraiment vous-même, votre propre ça, c'est vraiment personnel. Je pense que là, je ne pourrais pas répondre pour vous parce que chacun a son propre, mais c'est de se poser déjà cette question et toujours mettre en avant le confort humain. Même si vous construisez, par exemple, pour vos employés, dites-vous que ce sont des personnes qui vont finalement y être à l'intérieur. Même si vous construisez pour vos locataires, bien vrai qu'ils vont vous payer à la fin du mois, mais dites-vous que ce sont des êtres humains qui y seront à l'intérieur avec probablement leur famille. Donc, comment faire en sorte pour qu'ils s'y sentent bien? Donc, protection déjà de tout ce qui est santé, amélioration de la qualité de vie des occupants et sans infrastructure, ne pas trop se dire, OK, je dois équiper avec 10 matériaux, 10 trucs de refroidissement, ne pas penser à ça immédiatement. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai été un peu bref. Je suis allée, je pense on est dans le bon timing là. Oui, 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 président. Vraiment, J'espère que je merci n'ai pas été beaucoup. trop rapide, que je vous ai appris beaucoup de choses. Oui, moi je dirais oui, j'en ai appris beaucoup. Ça, j'étais là pour la première masterclass et là encore, j'apprends encore plus. Merci beaucoup pour votre disponibilité, même si c'est difficile pour vous avoir. Merci beaucoup. Et je dis merci à toutes les participants également. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette présentation ou bien vous avez des apports. Vous pouvez intervenir euh, rapidement. Monsieur Camille, merci beaucoup. Vous pouvez même Madame partager des expériences, hein. Fatoumata, Vous pouvez, voilà. voilà, partager des expériences, même si vous n'avez pas de questions, si, comment vous vous sentez, par exemple, dans vos entreprises, dans vos maisons, si là, vous avez un problème et qu'on peut là trouver, dire, par exemple, une solution, comment y remédier. Vous n'êtes pas obligé de poser une question. Ok, nous avons Monsieur Traoré qui veut intervenir. Monsieur Traoré, on vous laisse la parole. Euh, merci à Tessica pour la belle présentation de ce panel. Je suis très ému et j'ai beaucoup noté. Je veux dire que ça a été quand même une participation jouissante parce qu'on a eu beaucoup des informations concernant la bio et le climat. Ma question est, est-ce que quand vous faites la construction, sans tenir compte de facteurs bioclimat, ça Mhm. joue-t-elle sur la santé humaine? Ça peut jouer. Bon, comme moi je parle de la santé humaine, elle est vaste. C'est pour ça que j'ai précisé, il y a la Et santé particulièrement, est-ce mentale. que ça joue aussi sur l'espérance de vie? Sur l'espérance de vie, Mhm. bon, là, je vais pas donner de réponse chiffrée parce que je n'ai pas de données chiffrées. Je vais donner juste mon avis personnel, si vous le permettez. Moi, je pense que oui. C'est un débat ouvert si d'autres personnes veulent répondre. Mais moi, je pense que oui, ça peut avoir un impact sur l'espérance de vie humaine. Dans la mesure où, déjà, quand il y a un problème, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de ventilation. On peut être plusieurs dans un espace et nous tous, on se file des microbes. Deuxième point, il y a tout ce qui est santé mentale. On ne s'en rend pas compte. On court à tout moment, on se dit, on cherche l'argent, on est ici, on est là-bas, on est toujours stressé. Aujourd'hui, le premier facteur du cancer, c'est le stress. Donc déjà, même si on rentre à la maison et qu'on ne se sent pas bien, on n'a pas ne serait-ce qu'une paix ou une quiétude, on est toujours à ah, il fait trop chaud, ah, je suis fatigué. Ah, et souvent, le confort de la maison fait on est tout le temps fatigué, on ne s'en rend pas compte. Donc, pour moi, oui, ça peut jouer sur l'espérance de vie. Ça, c'est mon avis personnel.
Ok, merci, Présidente. Il y a Monsieur Amadou qui voudrait intervenir aussi également. Monsieur Amadou, je vous passe la parole. Alors, merci beaucoup, Monsieur Toundé, pour la parole donnée. Je commencerai par dire merci à Madame la Présidente pour cette, ce masterclass de belle facture. Et moi, je suis entièrement satisfait, hein, satisfait de cet atelier, satisfait du contenu de cet atelier. J'étais curieux au départ et je n'avais pas cherché à savoir ce que c'est que la bio, Climatique. climat, oui, la bioclimatique. Je n'avais pas cherché, mais j'attendais juste ce jour-ci pour essayer d'entendre ce qu'elle va dire. Et aujourd'hui, j'ai compris encore qu'il y a des personnes qui sont conscients de l'urgence climatique. Quelqu'un a dit la prochaine crise mondiale, ce serait la crise climatique. Et vous avez parlé du retour au bon sens architectural. C'est Moi, ça. je pense que c'est la seule solution que nous avons parce que nos grands-parents n'ont pas connu la climatisation. Auparavant, c'était les, leur maison était en paille Mhm. et que ces pailles, n'est-ce pas, permettaient à ce qu'ils puissent avoir de l'air humide, du bon vent à l'intérieur quand il fait chaud à l'extérieur et d'avoir de la chaleur à l'intérieur quand il fait froid de l'extérieur. C'est Donc ça. cette philosophie de conception, comme vous l'avez appelée, je pense qu'elle doit être la chose, dirais-je, la mieux partagée, qui doit être la mieux partagée au sein de nos communautés. Parce que aujourd'hui, euh, nous n'avons qu'aujourd'hui. Hein. Demain, ce serait vraiment nos enfants, nos petits-enfants qui doivent en bénéficier de cet héritage-là. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a urgence et que chacun d'entre nous doit quand même mettre en place des mesures d'atténuation et aussi d'adaptation. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez présenté les maisons et autres, euh, de façon biologique, les maisons qui respectent la norme écologique, je pense que ça fait partie des mesures d'adaptation pour s'adapter et aussi pour atténuer la menace qui risquerait, que nous risquerons subir d'ici peu. Donc, Madame la Présidente, ce n'était pas une question, c'est justement pour vous remercier pour votre intervention de belle facture que nous avons, que moi personnellement, d'ailleurs, je le dis une fois de plus, que je suis entièrement satisfait et de dire aussi merci au think tank RSE et aussi Wafi. Aujourd'hui, je ne vois pas mon mentor, Madame Safi. Donc, merci à toute l'équipe et nous sommes encore là, nous sommes connectés. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Amadou. Il y a vraiment un bon moment qu'on vous a vu parmi nous. On est très heureux de vous revoir encore aujourd'hui et on espère vous revoir pour les prochaines sessions. Il y avait Monsieur Camille qui avait levé la main, mais il n'est plus avec nous. Donc, s'il y a d'autres personnes, Dolicia, Roselyne, Fatoumata, si vous avez des questions ou bien des apports ou bien des expériences personnelles à partager avec nous, vous pouvez intervenir rapidement. Nous avons encore quelques minutes. Si je peux intervenir, oui. Déjà, remercier la présidente pour cette belle présentation et tous les éléments qu'elle a pu nous partager. J'avais une question, mais c'était plus par rapport au carrelage dont on a évoqué tout à l'heure. Enfin, le fait de ne pas utiliser parce que ça séquestrait la chaleur. Et je sais que par exemple, ici, on utilise beaucoup ça pour éviter tout ce qui est revêtement de façade régulier. Ça permet d'éviter d'avoir à chaque fois remettre un coup de peinture. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de le faire chaque année ou chaque je ne sais pas combien d'années. Donc je sais qu'il y en a qui utilisent justement le carrelage
enfin, un effet esthétique en Oui, tout cas. oui. Est-ce qu'il y aura une alternative autre que du coup les couleurs claires pour pallier au problème, à ce type de problème? Je dirais oui et non. Déjà, c'est d'être conscient de son budget. Ça, ça, c'est le premier fait. Je pense que si tout le monde, comme vous l'avez signifié, ils mettent le carrelage, ça peut éviter de mettre toujours la peinture si ça s'abîme. Mais là, il faut aller de la construction de base. Donc, tout à l'heure, on a parlé de tout ce qui est isolant. On a parlé de d'autres matériaux. Donc, vous pouvez mettre du carrelage, mais en adaptant les autres matériaux. Je ne sais pas si vous plaît. En essayant de mixer. Tout à l'heure, par exemple, on a parlé de la terre et on a dit qu'on mélangeait avec un peu de ciment. C'est-à-dire, c'est juste essayer de... De toute façon, on ne peut pas tout supprimer. Ça, c'est impossible. On ne peut pas tout supprimer. Donc, on peut se dire, OK, on garde le carrelage, mais pendant la construction, c'est de mettre un isolant entre les murs pour que quand il y a la chaleur ne rentre pas totalement dans la maison. Donc, il peut y avoir le carrelage, il y aura la chaleur, mais il y aura un isolant qui va bloquer avant que la chaleur ne rentre dans la maison. Ça, c'est une solution, par exemple. D'accord, merci. Ou de mettre plus de fenêtres, plus de ventilation. C'est-à-dire, c'est de mieux réadapter. Donc, on peut garder le carrelage, mais construire autrement avec d'autres matériaux ailleurs. Ok, merci beaucoup. Et je vois qu'il n'y a plus d'autres intervenants. Présidente, je vais encore vous remercier pour une dernière fois. Mais avant qu'on ne clôture, et pour ajouter à ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui au Bénin, il y a une manière de construction. Les gens utilisent des alucobondes pour pouvoir faire le design extérieur. Au lieu de faire du crépissage, ils font de l'alucobonde pour faire le design extérieur. Donc, je ne sais pas si peut-être ça aussi, ça serait source de chaleur ou bien on peut l'utiliser pour parler, pour ne pas utiliser les carreaux. Et si cela peut être aussi une source bio. Bon, ça, je ne pourrais pas répondre parce que je n'ai jamais eu le cas. Je sais pas. Ok, merci Je, beaucoup. je prends le point et je te reviens. Ok, merci beaucoup. Donc, je remercie encore tous les participants. Dans le chat, nous avons mis un formulaire pour pouvoir avoir vos avis, vos retours sur l'ensemble de nos sessions. Mais si vous avez déjà eu à participer au moins une fois à l'une de nos sessions pour nous donner vos avis, ce qui nous permettra de pouvoir nous améliorer pour les fois à venir. Et ce qui va être positif pour les prochaines sessions, donc nous avons vraiment besoin de vos avis, de vos retours à travers ce formulaire. Et une fois encore, merci beaucoup pour votre présence. On sait que le samedi est vraiment Oui. chargé pour beaucoup de gens, mais vous avez quand même honoré de votre présence et nous vous disons d'un sincère- du fond du cœur, merci. Un grand merci à la présidente aussi, qui nous a gratifié de cette très belle présentation. Et j'espère que tout un chacun de nous, où que nous soyons en ce moment, nous serons transmetteurs de messages autour de Mhm. nous. Si nous avons des gens qui veulent mettre en place de nouveaux bâtiments, nous pouvons les conseiller et nous Exactement. pouvons aussi beaucoup conseiller nos architectes à Mhm. aller apprendre par rapport à la bioclimatique Exactement. pour qu'ils soient et le transmetteur de ces genres d'informations envers ceux qui les sollicitent pour des constructions. Donc, Mhm. merci beaucoup. Merci. On se donne rendez-vous le 3 juillet pour une autre session avec Madame Dominique. Donc, j'espère que vous serez là pour les prochaines fois. Infiniment merci et passez Merci. une excellente week-end. Merci, Merci. Présidente. Vous pouvez me recontacter sur LinkedIn si vous avez des questions. Voilà, vous pouvez contacter directement la présidente sur LinkedIn et elle pourra vous répondre facilement. Même si elle sera un peu pris, mais elle va vous répondre. Je préviens, je ne réponds pas vite. C'est ça. Voilà, voilà, c'est pour ça que je voulais que vous reveniez dessus.
Donc, ne vous fâchez pas si je ne réponds pas vite. Je vais finir par répondre, mais je ne réponds pas vite. Voilà. Ok, très bon week-end à Merci tout un beaucoup. Bon chacun. week-end. Merci. Très bon week-end à tous. Bon week-end à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, bon week-end. Merci.